Bonjour à tous, bienvenue dans La Politique c'est net, LPCN pour les intimes. Vous le savez, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Noman, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, journaliste indépendant, bienvenue. À vos côtés, David Perrotin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au site BuzzFeed. Armé d'une GoPro, d'un appareil photo ou d'un simple smartphone, journaliste ou non, ils suivent jour après jour et au plus près la mobilisation de Nuit debout ou les manifs contre la loi travail à leurs risques et périls. Car malgré leur harnachement, casque et masque à gaz, ils sont souvent à la fois les témoins et les cibles de la police, comme à Rennes ce jeudi. Des journalistes ou témoins qui postent des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux et donnent à voir les mobilisations et les violences de l'intérieur en direct, bouleversant parfois par là même les médias traditionnels. Avec le développement d'applications comme Periscope et des matériels plus petits et plus légers, la pratique journalistique se trouve ainsi renouvelée. Noman, je le disais, vous êtes journaliste, photographe, vous avez fondé le collectif Œil et vous suivez toutes les manifs quasiment contre la loi travail. Votre credo, c'est quoi? C'est la photo sociale, c'est les mouvements sociaux qui vous intéressent? Oui, c'est ça. Bien avant le mouvement de la loi travail, c'est le genre de photo que j'aime faire. De la photo engagée, de la photo qui met en avant celles et ceux qui luttent. Donc aujourd'hui, sur le travail, avant, partout en France ou à travers le monde. Alors vous avez été interdit de manif, autorisé, puis empêché, pourquoi? J'ai été interdit de me rendre sur la manifestation, au même titre que 10 autres manifestants, parce que la préfecture de police m'a reconnu à certains moments, dans des moments où ça débordait. Et du coup, parce qu'ils m'ont vu, à des moments où ça débordait, ils estiment que j'étais présent sur place pour Et vous ont participer pris au pour un débordement. casseur C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas, c'était les mots qu'ils ont donnés à ma famille, c'était assimilé casseur, en effet. Et alors, vous avez été à nouveau autorisé à aller au cœur des manifs, mais vous avez posté une vidéo que j'ai vue, moi, en direct, où on vous voit, en fait, avec les policiers parlementer pour essayer d'aller sur le cortège, et en fait, ils vous en empêchent. C'est ça, très physiquement, ils m'empêchent de rentrer sur la manifestation. Et ils me demandent, enfin, le principe pour lequel ils m'ont interdit, c'est la présence de mon casque accroché à mon sac à dos. Et ils veulent me confisquer mon matériel de protection. Et j'ai réussi par la suite à rentrer sur la manifestation et tous les autres journalistes ont un casque. Donc c'est quelque chose que j'ai pris de manière très personnelle ce jour-là. Et ça vous aide, là, les réseaux sociaux, quand vous témoignez comme ça en direct sur Periscope, ça permet de médiatiser aussi ce type d'empêchement, j'ai envie de dire? Oui, et puis du coup, on n'est pas seul. C'est-à-dire quand vous êtes tout seul avec 5 CRS entre 2 camions et que personne ne peut vous voir, le fait d'être sur Periscope, ça permet d'avoir une assurance que si jamais il y a un dérapage qui va aller beaucoup plus loin que ça, bah, au moins ça ne sera pas sous silence. Oui, alors justement, David Perrotin, lors de Nuit debout, donc les manifestations contre la loi travail, il y a plein de vidéos, plein de photos qui sont postées, que ce soit par des témoins ou des journalistes qui sont vraiment au plus près. On pense à Gaspard Gantz de Taranis News. Il raconte ce qui se passe en direct. C'est à la fois le virtuel et le réel, avec l'interaction aussi avec les internautes. Ça, c'est plutôt quand même nouveau. C'est aussi avec l'apparition de Periscope ou d'applications comme ça? C'est ça, c'est que l'apparition de Periscope, qui a été couplée à l'apparition en fait, du mouvement Nuit debout, a fait émerger ces journalistes qu'on appelle, pour aller rapidement, journalistes indépendants, qui vont sur le terrain et qui déploient des moyens considérables en fait, pour suivre ces mouvements sociaux, alors qu'à côté de ça, les rédactions on va dire traditionnelles, n'ont pas ces moyens-là, ne peuvent pas dépêcher des journalistes pour suivre pendant 10 heures des mouvements. Du coup, nous, on voit arriver ces vidéos sur les réseaux sociaux. Évidemment, à chaque fois, on vérifie, on essaie de trouver des témoins, d'appeler toujours la préfecture pour qu'ils puissent exercer le contradictoire. Mais c'est vrai que c'est une vraie nouvelle source d'information. Vous, vos photos, vous les vendez? Comment ça se passe? Non, il y a plusieurs choses. D'une part, j'alimente sur mon collectif et sur un magazine qui s'appelle Fumigène Mag. Et autre chose, ça part sur une agence de presse qui diffuse à l'AFP. Et par cette plateforme de l'AFP, les médias traditionnels peuvent acheter la photo. Alors, il y a beaucoup de témoignages de violences policières, notamment comme à Rennes ce jeudi. Regardez. Je demande la presse ici. Écoutez-vous. Oh, tu la touches pas là. Tu la touches pas. Laissez passer mon collègue. Tu la touches pas. On se calme. Ça suffit. Ça suffit. Poussez-vous.
Alors David, ce type de témoignage, il y en a beaucoup Ou est-ce que c'est extrapolé Non, il y en a vraiment plusieurs à chaque manifestation et sincèrement, ça prend des considérations vraiment très importantes. Et d'ailleurs, justement, pour revenir sur Rennes hier, le président du Club de la Presse a annoncé qu'il saisissait le défenseur des droits. Parce que là, c'est carrément, ce sont les journalistes qui sont pris à partie. Hein. C'est pas des casseurs qu'on essaie d'arrêter. Voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que au début, ces violences contre les journalistes indépendants, rattachés à des agences, qui n'ont pas forcément de carte de presse, ça arrivait quotidiennement, mais on avait tendance à moins les relayer, ou en tout cas ça suscitait moins d'indignation, parce que c'était pas des journalistes avec des vrais journalistes détenteurs de carte de presse. Il y a encore ce fossé que moi je conteste, mais qui est quand même... Une sorte de hiérarchie. Voilà. Et ce qui était intéressant hier, à Rennes, où c'est un peu un cas d'école, c'est que des journalistes de France 3, de Libération, etc., ont été victimes de violences policières. Du coup, la conférence de presse, lorsqu'il a fallu s'expliquer sur ces violences, a été très intéressante parce qu'il y avait, pour la première fois, je dirais, l'union entre les journalistes dits indépendants et les journalistes dits traditionnels. Donc là, il y a un trait d'union grâce à ces images. Vous, Noman, vous avez été témoin de ces violences, je ne parle pas à Rennes, mais les violences à Paris. Les journalistes et les journalistes sans carte de presse sont particulièrement pris à partie par la police En fait, ce genre d'image, pour nous, c'est tous les jours. Quand j'ai entendu qu'il y avait des journalistes de France 3 qui s'étaient fait taper, j'ai cru que c'était beaucoup plus grave que ça, malheureusement. Et en fait, j'ai vu les images et ça m'a absolument pas surpris, parce que cette violence-là, on la connaît depuis toujours. Et on peut penser aussi à Romain, ce jeune à Paris qui, la semaine dernière, a pris une grenade dans la tête et qui est encore dans le coma avec un silence total des médias et des politiques. Il y a une tension qui est quand même particulière, parce qu'effectivement, des violences policières et des deux côtés dans les manifs, on connaît ça depuis très longtemps. Mais il y a quand même un contexte, non ? En tout cas, il y a un contexte et sur place, on a vraiment le sentiment qu'il y a une volonté politique et policière d'appliquer une répression sur la presse. Parce que la violence, elle existe aussi des deux côtés. Je ne parle pas de la part de journalistes, mais de casseurs. Enfin, en tous les cas, on a vu cette image qui a quand même qui a fait le tour du monde, de cette voiture de police incendiée, les policiers ayant juste le temps de sortir. La violence, elle existe des deux côtés et c'est évident qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de hiérarchiser les violences. Après, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que lorsque vous avez des manifestations comme la manifestation pro-police, organisée par les policiers, vous avez énormément de journalistes, vous avez des tensions parce qu'il y avait une contre-manif juste avant la voiture incendiée, sauf que tout est cadré parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y a des journalistes de chaînes d'infos en continu, il y a énormément de médias. Donc là, les forces de l'ordre ont des consignes très claires et très explicites de faire attention à la presse. Sauf que quand vous avez une succession de manifs qu'on dit sauvages, de manifestations ou de cortèges qui se déplacent la nuit après Nuit debout, là, vous n'avez plus les principaux médias, et c'est là que peut s'exercer la violence contre les journalistes, contre la presse. Mais là où il y a quand même une question qui se pose, c'est que ça fait à peu près 2 mois et demi qu'il y a eu les premières manifestations contre la loi travail, et les images qui ont été diffusées, qui montraient des journalistes à Rennes matraqués et frappés, on se demande comment ça peut encore arriver aujourd'hui. On se demande si des consignes officielles sont passées pour demander aux forces de l'ordre de faire attention à des personnes qui ont des casques avec marqué presse, TV, etc. Parce que là, on voit sur les images, il est clairement établi que ce sont des journalistes. Justement, le poids de ces images peuvent réveiller aussi l'opinion publique ou les institutions. On voit que le jeune qui a été, matraqué au lycée Bergson, il y a une enquête qui a été diligentée immédiatement. Donc le poids de ces images, de vos images, est quand même très très important. Ah oui, et c'est pour ça qu'on est là et qu'on s'efforce qu'on s'organise aujourd'hui en équipe de reporters pour être sûr de se sécuriser, de s'auto-sécuriser, parce qu'on sait qu'il y a un véritable rôle de ces images, un rôle social sur tout ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, on a une police qui se comporte en plein Paris comme elle se comporte depuis des années en quartier populaire. Et elle agit en toute impunité sur la presse et encore une fois sur tous les autres acteurs. Donc ça, on le voit. En quoi, David, ces journalistes, et vous aussi, puisque vous filmez, j'imagine, aussi dans les manifs, renouvellent le genre? C'est parce que c'est aussi un journalisme engagé. Bon, c'est pas votre cas. C'est des sujets que les médias traitent peu ou alors sous un angle un peu différent? Alors, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire que très peu parce que, encore une fois, on n'accorde pas forcément autant de moyens pour des mouvements qui durent aussi longtemps. C'est aussi un problème d'angle, c'est-à-dire qu'il y a aussi pour des chaînes d'infos en continu, et c'est un des accès d'information les plus développés, on va devoir avoir des images, soit de violences établies, soit pour évoquer le nombre de manifestants, mais on ne va pas couvrir dans une manifestation dans
entièreté. Après, j'ai envie d'ajouter qu'il y a aussi un rôle démocratique, même si on peut dire que ces journalistes sont engagés parce qu'ils peuvent dénoncer de façon parfois virulente les violences policières. Mais il y a un véritable rôle démocratique parce que quand on regarde, par exemple, la personne qui est dans le coma depuis plusieurs jours après l'explosion d'une grenade de désencerclement à Paris, on s'aperçoit que c'est grâce à ces images qu'on a pu établir le lien, ou en tout cas supposer le lien entre la grenade et la blessure du manifestant. D'accord, on suivra donc à nouveau votre travail, vos photos et puis aussi sur les réseaux sociaux. C'est maintenant l'heure de la semaine du Lab avec notre partenaire, le Lab d'Europe 1. Bonjour Aurélie Merciero. Salut vous Caroline. êtes rédactrice en chef du Lab d'Europe 1 et chaque semaine vous revenez pour nous sur un temps fort et une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler foot et politique. Oui, c'est un carton plein, un foot politique comme on dit au Lab. C'est un carton plein pour Benzema. Vous n'avez pas pu échapper, Caroline, cette semaine à l'interview du footballeur non sélectionné pour l'Euro. Des propos donc au journal espagnol Marca, condamné par les politiques de tous bords. Le joueur mis en cause dans la célèbre affaire maintenant de la sextape accuse le sélectionneur des Bleus de céder, je cite, à la pression d'une partie raciste de la France. Alors c'est un tollé général ou presque, de Nathalie Kosciusko-Morizet en passant par François Fillon ou encore par le ministre Thierry Braillard. Tout le monde estime que c'est un mauvais procès fait à Deschamps, dicté par l'aigreur. On notera juste que Benoît Hamon, lui, se singularise en estimant que le racisme augmente en France et qu'il y a un sale climat. La faute au climat, donc, un peu lourd, c'est vrai, ces derniers temps, car ces déclarations arrivent juste après celles d'Éric Cantona ou encore de Jamel Debbouze qui allaient dans le même sens. Et c'est vrai que question climat, il faut le dire, nous ne sommes pas gâtés en ce moment. Et c'est peut-être le temps pourri qui a d'ailleurs incité Mario Maréchal Le Pen à carrément tomber dans l'excès, s'insurgeant, s'il n'est pas content, Benzema, qu'il aille jouer dans son pays, l'Algérie. Et vous apprendrez sur le Lab que tout cela est complètement impossible. Alors le climat, seul responsable? Eh bien non, Caroline, car la politique reprend toujours ses droits. Vous apprendrez que, selon Nicolas Sarkozy, le responsable, c'est François Hollande. Interrogé par RTL, il a expliqué « Le gouvernement, et notamment François Hollande, a joué avec les communautarismes et poussé les Français les uns contre les autres. Et le résultat, c'est ces déclarations insensées de Karim Benzema, Jamel Debbouze et de ce pauvre monsieur Cantona. » Alors Caroline, c'est un peu la faute du climat, de l'exécutif, mais surtout on se dit vivement la semaine prochaine que la compète commence et on répète après Thierry Braillard qui le répète à peu près tout le temps, l'Euro va être une grande fête. Caroline, l'Euro va être une grande fête. Mais moi dans le foot, c'est quand même la pizza et la bière que je préfère. Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr et puis bien sûr, j'attends vos commentaires et vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.